sur ce qui se passe en Belgique. C'est un pays souverain, ami bien sûr, mais indépendant. Ces problèmes ne nous concernent pas. Faites la même chose. Voilà tout ce qu'on vous demande pour que ça aille. Pour que ça aille, une seule exigence de notre part. Laissez-nous tranquilles. On ramasse la nourriture dans les poubelles parce qu'on a faim. Les routes sont en... On n'a jamais frappé à vos portes pour dire apportez-nous à manger, apportez-nous de l'asphalte pour nos routes, rien. Mais laissez-nous tranquilles. Bon, ça c'est les critiques de la presse. Revenons-en aux critiques des politiciens belges. Mais en démocratie, on peut émettre des critiques et soutenir l'action d'un gouvernement. Et jusqu'à preuve du contraire, la majorité de M. Martens tient toujours. Donc qu'est-ce qui vous gêne dans ce genre de critiques? Écoutez, je ne sais pas si je me suis fait comprendre comme il faut. Lorsque quelqu'un vous dit « laissez-moi tranquille », ça veut dire quoi? Fichez-lui la paix. J'utilise même cette expression terre à terre. Fichez-nous la paix. La République du Zaïre est un pays indépendant au cœur du continent africain. Vous êtes ce que vous êtes en Europe, mais laissez-nous tranquilles. Depuis 1960, nous sommes libres, nous sommes indépendants. Mais laissez-nous le soin de nous organiser, même de ramasser la nourriture dans les poubelles. Mais c'est notre problème. Où est votre problème? D'accord, mais il reste des liens, ne fût-ce qu'historiques, entre la Belgique et le Zaïre. Liens historiques. Voici quelques exemples. Chaque année, presque chaque mois, nous sommes en France, à Paris, capitale de la République française. Je vous dis, chaque année, presque chaque mois, lorsqu'il y a des difficultés par-ci, par-là, dans certains pays frères d'Afrique, financièrement, la France intervient. Lorsqu'il y a un gouvernement d'un pays indépendant d'Afrique, ex-colonie française, en difficulté, paiement, solde de militaires, paiement, salaire des fonctionnaires, la France intervient très discrètement. Je suis toujours au courant. Et on ne voit jamais la France officielle, ses parlementaires, ses journalistes, sa presse s'en prendre à ces pays. Ah, nous venons d'intervenir, ils ne sont pas capables de payer leurs militaires, le salaire de leurs... Rien. Selon nous, la dignité de ces pays est respectée par la presse, par ses hommes politiques, par sa presse. C'est une question de dignité. Et jamais de mémoire d'homme, depuis que nous sommes indépendants, jamais une seule fois, un seul mois, on vous a demandé d'intervenir pour, disons, les soldes de nos militaires, le salaire de nos fonctionnaires. Jamais. Mais laissez-nous tranquilles. Mais la France le fait pour ses anciennes colonies. Vous ne le faites pas pour nous. Et on n'exige rien de vous. Laissez-nous tranquilles. Voilà tout. Bon, mais le Zaïre, par exemple, est en train de négocier un nouveau programme avec le FMI. On nous dit toujours en Belgique que la Belgique a été toujours et est toujours le principal avocat du Zaïre auprès du FMI. Si cela est correct, ce n'est pas un moment particulièrement propice de se disputer avec son avocat. Écoutez, vous me le dites avec sourire. Je vous réponds aussi avec sourire. À ceux qui vous le disent, ce que vous m'avancez là, je voudrais, de mon côté, vous demander d'aller les revoir pour leur dire, montrez-moi le mandat que le Zaïre a remis aux Belges de négocier quoi que ce soit en son nom. Nous sommes devenus des adultes. Je crois qu'en matière de négociation internationale, en matière de diplomatie, eh bien, nous excellons. Je ne vante pas les mérites de nos négociateurs, de nos diplomates, mais on excelle en cette matière-là. Et nous n'avons jamais remis à qui que ce soit en Belgique le mandat d'aller plaider, comme vous le dites, la cause du Zaïre.
Donc même à ce niveau-là, vous refusez le soutien de la Belgique? Mon cher ami, dernièrement, il y avait une réunion spéciale fin janvier autour du dossier Zaïre au Fonds monétaire international. Avec surprise, et il s'agit d'une surprise agréable, malgré le conflit, eh bien, nous avons été surpris, je dis qu'il s'agissait d'une surprise agréable. Nous avons appris que le délégué, donc l'administrateur belge au Fonds monétaire international, a appuyé ce dossier en faveur du Zaïre. Pour nous, c'était une surprise. Nous, on croyait qu'avec nos querelles, il allait voter peut-être contre, mais il a voté avec les autres en faveur du Zaïre. Mais il l'a fait, peut-être à la demande de son gouvernement, sans qu'il y ait eu mandat de notre part, sans qu'il y ait eu demande de notre part. Voilà la vérité. Retournons à cette négociation avec le FMI. Dans le passé, les précédents programmes du FMI ont parfois fait souffrir la population zaïroise. Ne craignez-vous pas que les conséquences sociales d'un effort supplémentaire soient insupportables? Écoutez, vous connaissez vous-même la nature de ces conflits avec le Fonds monétaire international. Toute l'année dernière, il n'y a pas eu de programme avec le Fonds monétaire parce que je ne pouvais pas accepter, je ne pouvais plus accepter qu'on vienne avec le même programme, comme ce fut le cas par le passé, sans changer de schéma. Il fallait un nouveau schéma. Et Toronto a indiqué à peu près la nouvelle ligne de conduite à suivre. Et nous, on s'attendait à ce qu'il y ait un changement de schéma. C'est-à-dire, nous, pays jeunes, en voie d'équipement, en voie de développement, lorsque nous passons des accords pour des programmes avec le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, le but recherché par nos pays jeunes, c'est quoi? La croissance. Nous devons nous développer. Or que le schéma du côté du Fonds monétaire ou de la Banque mondiale, c'est quoi? Surtout du côté du Fonds monétaire international, eh bien, la dette. Il faut payer la dette et puis tout le reste, ça ne compte pas. Maintenant, nous allons signer, vous allez suivre. Eh bien, ce sera tout à fait le contraire de ce qui s'est passé en 83, 84, 85, 86, où nous avons décaissé 2 milliards contre 1 seul milliard reçu des pays riches. Donc c'est nous qui avons investi dans les pays riches en leur faveur. Maintenant, tous les 3 mois, on se mettra ensemble pour faire le point. Jusqu'à fin juin, qu'est-ce que le Zaïre a reçu? Qu'est-ce que le Zaïre a décaissé? Et ce ne sera plus le cas comme ce fut le cas pendant cette période 83-86. Voilà tout. Mais vous ne craignez pas des choses comme, par exemple, on vient de doubler, je crois, le prix de l'essence au Zaïre. Il y a eu donc en conséquence les prix des transports qui ont augmenté. Et selon l'AFP, l'agence française de presse, avant-hier, il y a eu des étudiants à Kinshasa qui ont réagi violemment. Et avant-hier... C'est pas bon signe. Et avant-hier, j'étais à Cannes. Au même moment où les étudiants manifestaient à Kinshasa, les étudiants français. La France qui, dans quelques mois, va fêter, qui a déjà fêté son millénaire, qui va fêter le bicentenaire de sa révolution, au même moment, le même jour, à Cannes, eh bien, il n'y avait plus de passage, personne ne passait, ni les piétons, ni les voitures, personne ne passait. Manifestation par des étudiants français, manque de bus. 200 ans de révolution, 1000 ans depuis l'époque des Capétiens et tout. Eh bien, comment voulez-vous qu'on ne manifeste pas? Vous savez aussi, et vous devez le retenir, en Afrique, vous avez le Ghana, vous avez le Nigeria, vous avez le Zaïre, mon pays. Voilà les 3 pays où le carburant ne coûte absolument rien. La deuxième chose à retenir, c'est le fait que toute l'année 1988, du 1er janvier au 31 décembre, on n'a pas augmenté le prix du carburant. En quelque sorte,
c'est le gouvernement de mon pays que je dirige qui subventionnait en quelque sorte les consommateurs. Eh bien, nous nous sommes trouvés devant ce qu'il faut appeler la vérité des prix. Il fallait libérer. Et c'est ce qui a été fait. Et lorsqu'on vous dit que les étudiants ont manifesté parce qu'on a augmenté, moi, chef de l'État, je vous dis qu'ils n'ont pas manifesté parce qu'on a augmenté le prix des carburants, mais ils ont manifesté parce qu'il n'y a pas assez de bus. Ils attendent parfois jusqu'au midi alors que les cours avaient déjà commencé. Voilà le but. Si quelqu'un vous dit le contraire, bravo, merci. Voilà. Un autre point de critique, non seulement de la presse belge, mais de l'opinion publique belge, c'est-à-dire du contribuable belge, c'est le contraste entre la situation peu enviable de la population zaïroise et ce que l'on appelle l'énorme fortune du président. Écoutez, comment vous réagissez à ces critiques? Écoutez, c'est votre mauvaise foi. Retenez l'expression mauvaise foi. Lorsque vous dites fortune, c'est pour dire, autant dire que c'est la jungle au Zaïre. Il y a une caisse appartenant à la République du Zaïre, sans contrôle, et Mobutu puise là-dedans comme il veut, comme il entend. Et ils n'ont fait qu'à sa guise, sans contrôle. Pendant que vous savez très bien, puisque ce n'est pas la jungle au Zaïre, il y a une dotation présidentielle votée chaque année par le Parlement. Chaque année. Et vous appelez ça fortune. L'origine de cette légende, je vais vous la situer. En 1973, j'ai prononcé à la cité historique de Nansele un discours. Et ce discours, c'était sur la zaïrianisation. Et avant 1973, en 1967, j'ai mis la main sur l'union minière du Haut-Katanga. Et depuis lors, moi je ne suis pas un imbécile. Je sais que toucher à l'union minière pour en faire un instrument pour la promotion économique du Zaïre, mettre cette ex-union minière à la disposition du peuple zaïrois pour son développement et l'appeler Gécamine comme c'est le cas aujourd'hui et ajouter à cela la zaïrianisation, eh bien, je ne suis pas un imbécile. Lorsque chez vous, il n'y a que le mot argent à la bouche, celui qui vous arrache ce beefsteak de la bouche, c'est un homme à abattre. Voilà la vérité. Il y a d'autres estimations. Laissez-moi continuer. Et vous tournez autour du pot, la fortune du président Mobutu. La fortune du président Mobutu, c'est plus que la dette du Zaïre. On ergote autour de ça. Soyons sérieux. Et vous manquez de sérieux. Le mercredi, quoi là, c'était quel jour encore? Mais vous avez sorti avec beaucoup de fracas, de bruit. CBS, c'était vos confrères de la RTBF. Fortune, qu'est-ce que vous avez prouvé? Qu'est-ce que vous avez montré? Le Front Roi, quelques villas, et c'est ça la fortune. La vraie fortune dont il faut parler, eh bien, c'était quoi? Premièrement, la spoliation du Zaïre par le roi Léopold II. Nous étions spoliés, et vous le savez. Et ça représente quoi exactement, cette spoliation? Et vous n'allez pas quand même nier le fait que le pillage du Zaïre a fait la prospérité de votre pays. Voilà la fortune dont il faut parler. Mais n'essayez pas de rigoler, la fortune du président Mobutu, dont le pays a été soumis à des pillages, des spoliations. Et c'est le résultat, mais c'est la prospérité de notre pays. Et nous réclamons aujourd'hui ce dont nous avons droit. Par exemple, l'uranium. Eh bien, tout l'argent sur l'uranium n'a pas profité aux Zaïre.
de 1960 à 1964, à cause de la sécession. Qui a monté la sécession avec Tchombe? C'est la Belgique. Vous êtes le seul pays au monde à avoir reconnu l'État indépendant du Katanga, proclamé par Tchombe, militairement soutenu par votre pays, et le seul pays à avoir envoyé un ambassadeur, feu le comte d'Aspremont Linden, ambassadeur du Royaume de Belgique au Katanga. Un membre du comité central, le citoyen Massango, ex-Victor, premier ambassadeur du Katanga auprès du Royaume de Belgique. Mais ce sont des faits qui parlent d'eux-mêmes. Et de 1960 à 1964, le pouvoir central zaïrois a été privé de ses ressources, recettes d'exportation. Cuivre, diamant, zinc, cobalt, tout ce qui sortait du sol du Katanga de l'époque, du Sud Kassai de l'époque, c'était pour vous. Eh bien, c'est ça le fameux contentieux. Où est parti tout cet argent? Vous devez vous expliquer. Et ne tournez pas autour du pot la fortune du président Mobutu. La fortune que vous avez tirée du Zaïre, c'était par Léopold II qui nous a spoliés, qui nous a pillés. Voilà, ce n'est pas Mobutu. Ce que j'ai fait pour mon pays, toute ma jeunesse, toute mon énergie, vous voulez expliquer à ce peuple par vos écrits, il le fait pour l'argent. Faire ce que j'ai fait, ce n'est pas pour l'argent, mon cher ami. Je le fais parce que par nationalisme, par patriotisme, par amour pour mon pays, mais pas pour l'argent. Je vous interromps une seconde, on va changer de cassette Voilà. Pour quelques minutes encore, parce qu'on est en plein contentieux là. Hein? Oui, d'accord. Bon, là, nous sommes en plein dans le contentieux. La Belgique propose une conférence ministérielle, une table ronde, vous l'appelez comme ça, mais ne veut pas réouvrir les anciens dossiers. Alors, il n'y aura pas de conférence ministérielle. Là, vous me faites rire. Encore une fois, dans le cadre de ce conflit, au nom de son gouvernement, qui est venu pour la première fois nous parler de cette table ronde. Et vous l'avez accepté? Nous avons dit oui. Pour la seconde visite, il nous a dit, au nom toujours de son gouvernement, qu'il y aura 4 commissions. Nous avons encore dit oui. Et les amis belges d'ajouter, on va parler de tout sauf du contentieux. Pour nous, s'il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas de table ronde. Il n'y a pas de conférence ministérielle. Donc c'est un problème à régler avant cette conférence éventuelle. Mais bien, tout ce que vous voulez, mais sans contentieux, comme premier point à l'heure du jour, mais il n'y a pas de table ronde, il n'y a pas de conférence ministérielle. Eh bien, notre dossier sera confié et présenté à la Cour internationale de justice de La Haye. D'accord, mais le gouvernement belge s'en réfère à la convention belgo-zaïroise de 65 et je cite là, je crois, les deux parties s'interdisent toute discussion. Alors vous ne vous sentez pas lié par cette convention? C'est ce que vous dites. Et nous avons, pour commencer, dénoncé cette fameuse convention qui nous a liés jusqu'ici avec le Royaume de Belgique, votre pays. Et en matière de droit international, je ne vous apprends rien, un journaliste informe. On parle de traités inégaux. Et c'est là la thèse zaïroise. Ah, ben, les traités inégaux existent. Le Zaïre, eh bien, va clamer tout haut que sa bonne foi était surprise. Qu'il s'est fait rouler. Eh bien, si vous reprenez ce passage, c'était la meilleure façon pour la Belgique de nous rouler. Lorsque vous savez très bien qu'à l'indépendance, il n'y avait que 10 diplômés universitaires. Je dis bien 10 diplômés universitaires, tous des pédagogues, dont 2 curés. Eh bien, vous nous faites signer des choses comme celle-là par des pédagogues. Et maintenant que nous sommes capables de présenter à la face du monde des juristes compétents, des historiens, des financiers, des économistes, vous dites plus de contentieux.
Eh bien, vous nous avez eu. Maintenant, nous avons des compétences. L'existence des traités inégaux. Les Russes et les Chinois, par exemple, eh bien, ce qui les a divisés depuis 1962, c'était quoi? L'existence des traités inégaux. Maintenant, Gorbatchev, qui paraît plus intelligent que ses prédécesseurs, eh bien, reprend avec les Chinois. On va parler des traités inégaux. Mais si les deux parties, la partie belge et la partie zaïroise, s'en tiennent à leur position, quelles sont les chances de réussite de la médiation du roi Hassan II? Oui, mais Hassan II connaît mon point de vue. Mais il connaît aussi le point de vue belge. Ah, mais c'est ça, justement. Mais alors, quelles sont ces chances? Elles sont tout à fait nulles. Ah, tout à fait nulles, et nous irons devant la Cour internationale de justice de La Haye. Et nous allons parler, et notre dossier, il est prêt. Nous pouvons même entamer des discussions dès demain. Si on n'est pas d'accord, nous irons à La Haye. Voilà tout. Une dernière question, Monsieur le Président. Supposons que dans quelques mois, ces différends soient aplanis. Comment voyez-vous l'avenir des relations belgo-zaïroises? Quels sont, pour vous, les principes de base d'une éventuelle nouvelle lune de miel? Eh bien, je crois que la réponse est dans les propos de votre ministre des Affaires étrangères, qui avait brandi, il y a combien de semaines de cela maintenant? 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus très bien. Il dit, maintenant, eh bien, nous allons proposer une charte non coloniale. Donc, on était des deux côtés régis par une charte que lui a trouvé que c'était colonial. Eh bien, pour nous, il n'y aura plus dans la coopération des privilèges quelconques pour qui que ce soit. L'exemple de la Sabena est là. Mais nous avons aligné Sabena, on a mis Sabena sur un pied d'égalité comme tout le monde. Et on nous évoque les traités aériens. Eh bien, avec les Espagnols, les Suisses, les Britanniques, avec tout le monde, ces accords aériens existent et limitent le nombre de fréquences hebdomadaires à 2. Avec les Belges, puisqu'il y avait des privilèges, c'était 4. Maintenant qu'il n'y a plus de privilèges, maintenant que nous avons dénoncé la Convention de 1976, eh bien, il n'y a plus de privilèges. Et tout ça est définitif aussi? Comment? Tout ça est définitif. Mais il n'y a aussi. plus de privilèges, c'est fini, on traite d'égal à égal. Voilà. Mais quelles sont les bases d'une nouvelle coopération entre la Belgique Eh bien, mais c'est ce que nous allons voir ensemble dans le cadre de la table ronde, si elle peut avoir lieu, dans le cadre de cette conférence dite ministérielle, si elle peut avoir lieu. Et on verra ça ensemble. Ce n'est pas moi à dicter des règles de conduite, et pour la Belgique et pour le Zaïre. On verra ça à deux dans le cadre d'un dialogue. Voilà tout. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.